create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Pour cette belle 6e édition sous la thématique de la métamorphose, nous avons 3 belles journées remplies de superbes programmations. Nous sommes à cette 3e journée jeudi, il fait très beau, on est à Montréal. J'espère que vous allez très bien. Oui, Montréal, ça va bien? Yeah, c'est bon, c'est participatif, on a un public, on a une audience, on parle, on jase, yeah! Écoutez, on a parlé de plusieurs beaux sujets, de belles thématiques, d'intelligence artificielle, de culture et créativité. Ce matin, on a eu des super panels et des conférences sur la cybersécurité. Et depuis le début de l'après-midi, on parle d'éducation et d'inclusion numérique. Et on va continuer. On avait un bon panel, on va continuer avec un autre beau panel. Et on va continuer la conversation autour de l'inclusion numérique. Alors, dans quelques instants, je vais inviter les panélistes et la modératrice de me rejoindre sur scène. Mais juste avant, quelques petites notes pour ceux et celles qui n'ont pas entendu mon message préenregistré. Je vous invite tous et toutes d'aller découvrir les activations qu'on vous a préparées au 8e étage. Vraiment cool. Je vous invite tous. Il y a un ascenseur ici qui vous mène au 8e. Allez découvrir ça, c'est un beau rendez-vous. Et il y a beaucoup d'autres contenus à explorer tout au long d'MTL Connect, des tables rondes, des ateliers, du B2B, plein de belles affaires. Alors, j'espère que vous allez pouvoir en profiter pleinement. Également, une autre petite note, demain soir, c'est la soirée clôture de MTL Connect, avec une soirée immersive qu'on vous a préparée à la Société des arts technologiques. Je vous invite tous à vous inscrire, il reste encore de la place. Alors, sans plus tarder, je vais inviter les panélistes qui vont parler du sujet de penser à l'inclusion et la diversité dans le développement des innovations, un atout pour le développement des technologies de la santé présenté par Ivado. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter les panélistes à me rejoindre sur scène. Alors, j'inviterai Adèle Salin-Cantegrel de Skicoupe, Philippe Wolf de Swivel, Francisca Rojas de Beaune, Christine Paré de l'Institut Transmedtech et notre modératrice Barbara de celle de Ivado. On les accueille. Bon panel. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, j'ai 2 petites annonces à faire. La première, c'est que c'est un panel co-organisé avec l'Institut Transmedtech et Ivado. Donc, je voulais le mentionner parce que c'est important. Et la deuxième, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent se rapprocher, parce qu'on n'est pas très nombreux, et puis peut-être que ça va faciliter les échanges. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à le faire. Une dernière annonce aussi, c'est un panel qui va être bilingue. Donc, je vais poser les questions en français et en anglais. Et les panélistes vont vous répondre dans la langue avec laquelle ils sont la plus à l'aise. Si vous avez besoin de traduction, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais dans la salle? Okay. Est-ce que tout le monde parle français? Excellent. Donc, on va y aller comme ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'animer ce panel en fait, qui porte sur l'importance de penser à la diversité et à l'inclusion dans le développement des technologies en santé. Tout d'abord, c'est un sujet vraiment qui est d'actualité, mais c'est aussi finalement un sujet crucial pour le développement des technologies et le futur de ce secteur. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir des panélistes remarquables qui vont pouvoir échanger avec vous leurs connaissances, leurs meilleures pratiques et explorer des sujets comme l'inclusion au niveau, par exemple, des essais cliniques, les biais dans l'intelligence artificielle ou aussi l'accessibilité, finalement, quand on développe des technologies en santé. So, hello everyone. I'm delighted to be with you today and to moderate this panel titled Thinking about Inclusion and Diversity in the Development of Innovations as an Asset for Health Technologies. So today we are very fortunate
to have a remarkable expert with us, and we will explore together crucial issues around representation in clinical trials, for instance, biases in AI and accessibility of health technologies, amongst others. And now I will let the panelists present themselves, and I will start with Christine. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Donc, bonjour à toutes et à tous. Mon nom, c'est Christine Paré. Je suis conseillère principale en équité et diversité à l'Institut Transmedtech, qui est basé au CHU Sainte-Justine. Hello, my name is Francisca Rojas. I'm product manager at Bound, a company addressing health disparities and preventable diseases from space to Earth and from Earth to space. Bonjour, je suis Adèle Salin-Cantegrel, cofondatrice et directrice générale de l'entreprise Psycoop, une entreprise qui vise à connecter les équipes de recherche avec les communautés, mais aussi à faire tomber les barrières de l'accès aux essais cliniques, aux études médicales, en s'appuyant sur les principes de l'EDI. Hello, my name is Philip Wolf. I'm CEO and co-founder of Swivel, a company that is out to use immersive technology to educate workplaces and the general public about neurodevelopmental conditions like autism, ADHD, and so on. Thank you. So during the panel preparation, we noticed that everyone had his own definition of diversity. So I asked the guests to share their own definition before to start with more precise questions. So Christine. Oui. Et bon, concernant la définition de diversité, c'est assez large quand même. C'est au-delà de la diversité des personnes, des femmes, et personnes en situation de handicap, et diversité de genre, LGBTQ ou personnes en situation de handicap. Il faut aussi tenir compte de la diversité des parcours, donc des expériences aussi, et puis des backgrounds, et puis des histoires, et puis de la formation en fait de tout le monde, et puis des personnes âgées. Donc la diversité est assez large, et puis chacun a sa diversité, mais il y a quand même, on s'entend qu'il faut une diversité autour de la table, pas uniquement, et que cette diversité aussi soit écoutée et puis valorisée. Merci Christine. Francisca? For us, diversity is embracing different perspectives, background, and point of view. Thank you. Adèle? Donc nous, c'est dans le contexte de la recherche. Donc on a, ça dépend vraiment de la recherche qui va être réalisée. Et donc ça commence par bien comprendre justement le background, le profil, d'avoir cette compréhension approfondie de qui est-ce qui va accéder et bénéficier des services et des soins qui vont être produits par ces innovations. Et ensuite, une fois qu'on a cette compréhension, c'est de faire en sorte qu'on implique, on engage cette représentation-là justement tout au long du processus de développement de l'innovation. Merci Adèle. Philippe? Diversity for us is the acceptance of the unique perspectives and experiences every human has to bring. Thank you. So you can see that there is a different way to see and to think diversity. So we didn't want you to miss all this knowledge from our expert. So my first question will be so we all know this is crucial and it's a necessity to ensure an equitable access to healthcare for minority communities or every human beings, to take your word, Philippe. So what do you see as the benefits of an inclusive approach when developing technologies? So maybe we'll start with our panelists that are more grounded to the research, and then we will finish by our guests that work in industry. So Christine, maybe I will say it in French? Or Yeah. OK. Alors la première question, en fait, c'était au-delà en fait, de s'assurer que tout le monde finalement a un accès équitable aux technologies de la santé. Quels est, selon toi, les avantages d'une approche inclusive quand on va développer ou faire de la recherche pour des découvertes ou des innovations en santé? Et d'abord, le fait que nous vivons dans un monde diversifié, donc il faut tenir compte du point de vue de tout le monde, surtout au niveau de la recherche. Il faut d'abord dans la conception,
Donc, parce que ça commence dans la conception, et puis ensuite, il faut que tout le monde soit autour de la table, et puis que l'innovation qui va découler de cette recherche puisse bénéficier à tout le monde. Par exemple, au niveau de l'Institut Transmedtech, il y a le patient partenaire, parce que l'expérience du patient partenaire est très importante si on veut développer une technologie qui va bénéficier aux patients. Si on ne l'écoute pas, on peut développer, on peut créer une technologie qui ne sera pas du tout adaptée. Donc, d'où l'importance de que tout le monde soit au début, dès le début, que le patient, parce que nous sommes dans un hôpital, et qu'on puisse l'écouter et évaluer ses besoins, et qu'au niveau aussi de l'équipe de la recherche, qu'il y ait une diversité du point de vue, que ce soit des chercheurs qui sont en début de carrière ou bien des gens qui sont issus de la diversité. D'où l'importance, tant que toutes ces personnes ne sont pas autour au début, et on ne peut pas créer une technologie inclusive qui va bénéficier à des personnes. On a vu avec la COVID, il y a certaines personnes qui ont refusé d'utiliser le vaccin parce qu'on ne les a pas associés dès le début. Ou bien, par exemple, au niveau de l'Institut Transmedtech où on fait des corsets, et les corsets pour les scolioses, les scolioses dorsales. Donc, on a besoin des gens, des patients qui portent ces corsets-là pour écouter, pour enfin d'innover et de créer quelque chose qui va leur être bénéfique. Donc, d'où l'importance de l'inclusion. Merci Christine. Adèle, toi qui travailles beaucoup aussi avec les équipes de recherche sur le terrain, finalement, selon toi, qu'est-ce que vous arrivez à apporter Oui, donc l'avantage, il y en a deux au-delà, bien entendu, de donner accès aux soins. Deux avantages considérables que je vois, c'est le premier, c'est qu'on facilite non seulement l'adoption donc de cette technologie, puisque comme Christine l'a dit, on se retrouve à développer quelque chose qui vient du terrain, mais aussi on facilite donc l'adoption et l'acceptation comment dire des produits. En fait, on sait qu'il va être pertinent et bénéfique, voilà, à la personne, aux personnes qui vont être impliquées. Par exemple, on sait que les premières solutions de télémédecine, initialement, n'ont pas eu de succès, notamment parce qu'elles n'étaient pas adaptées, par exemple, aux personnes plus âgées, aux personnes qui étaient dans des communautés plus éloignées, donc elles n'étaient pas vraiment accessibles, plus difficiles à utiliser. Et puis, c'est en intégrant ces perspectives-là qu'on a rendu ces solutions mieux adaptées et plus accessibles. Donc, déjà. Ensuite, lorsqu'on y pense, l'idée, lorsqu'on implique des personnes, lorsqu'on rend le développement plus inclusif, la recherche plus inclusive, ça permet aussi d'identifier et de corriger des biais qui pourraient éventuellement nuire à ces populations-là. Tout de suite, ça me fait penser à moi dans un contexte réel où j'étais dans une situation bien concrète, il y a quelques mois, où une équipe de recherche utilisait une solution technologique pour venir mesurer, en fait utiliser dans le diagnostic d'une maladie de la rétine. Et qui donc était assisté par l'intelligence artificielle, approuvé par la FDA, Santé Canada, etc. Et je me suis retrouvée donc à évaluer, à identifier les biais qu'il pouvait y avoir dans cette étude, avec un patient qui arrive, qui se retrouve face à cette solution, et pendant un quart d'heure, 20 minutes, incapable d'avoir une lecture. Donc on se retrouvait avec quelqu'un qui n'a pas été diagnostiqué, parce que c'était un outil diagnostique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'œil, la rétine en elle-même, est variable suivant des critères de diversité. On sait que l'âge, oui, le genre, l'ethnicité vont faire varier la taille de l'iris, l'épaisseur de la rétine, qui, oui, ça va influencer éventuellement la lecture et les résultats. Donc ça, c'est une solution technologique approuvée qui éventuellement n'avait pas assez diversifié sa représentation de personnes qui étaient, dans ce cas-là, plus âgées. C'était une personne plus âgée qui avait une opération de la cataracte. Voilà. Donc concrètement, voilà à quoi on sert. Merci. Donc, si je comprends bien, ça améliore l'adoption et l'excellence aussi, peut-être des produits qui vont être proposés ou des recherches également.
Maintenant, je vais passer à Francisca. Okay, in terms of advantage or benefits, we found that inclusion makes healthcare more effective and fair for everyone. And I will speak about 3 important things about innovation. When you consider diverse teams, you will probably have more ideas, more creativity, and more innovation, less than with a less diverse thing. In terms of accuracy, we are managing AI technologies, and as we train AI on different data sets, we can provide more accurate results, more accurate outcomes, and more accurate diagnosis and treatments for those populations who are working, who are using to train the AI. And also, as Adele mentioned about trust, is also an important benefit. As soon as different communities are involved in terms of different phases of the development of the solution, we can consider their concerns, their needs, and they are more likely to use and trust the solution. Thank you, Francisca. Philippe? I'm going to play dominoes with trust. Trust is the foremost important thing between humans and technology. And when we talk about AI and how we utilize and train AI in the healthcare sector and beyond, we need to make sure that those data sets include data from all kinds of people and not only from one. So we have to make sure that we are working against the biases. It's a challenge because humans have the biases, so AI is going to have the biases. And when we look at healthcare education, one of the first lessons is Occam's razor. If it looks like a donkey, it likely is one. That's the same way AI approaches it. If it looks like a donkey, it likely is one, because it is a question of statistics. But most of the cases than the others, if we want to be inclusive, we're talking about the 20% and not the 80% of the equation. So we have to look there, and we have to make sure that we not only include the data set, but also the people working with it, building it, understand that these 20% are utterly important against the 80%. And I'm just making 20 and 80% up as an example number. So they're not real numbers. Thank you. Alors maintenant qu'on a vu comment finalement la diversité et l'inclusion pouvaient finalement améliorer l'excellence, l'adoption, mais aussi la créativité des équipes. Puis quand je dis l'excellence de la recherche, mais ça peut être aussi des algorithmes, on aimerait vous entendre pour savoir finalement quelles sont vos stratégies pour finalement stimuler cette diversité et cette inclusion, que ce soit dans les équipes ou au niveau des travaux. Donc Christine. Oui, bon, il y a beaucoup de stratégies d'abord dans le recrutement. Il faudrait d'abord que les gens soient, les personnes qui prennent les décisions de recruter soient déjà sensibilisées pour faire un recrutement inclusif et puis que de toute façon au niveau des centres de recherche maintenant l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est des valeurs qui sont très partagées. Donc, mais au-delà des engagements formels, il faut que ça soit sur le terrain. Donc, au niveau de Transmectech, par exemple, nous, on donne des bourses à des étudiants qui, autrement, ne seraient pas dans des équipes. Et on valorise aussi les chercheurs en début de carrière parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de publications, mais il faut tenir compte quand même que ces gens ont des connaissances et ensuite aussi sensibiliser, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être au sein de l'équipe, il faut être écouté, il faut que ce qu'on dit, ça puisse être pris en compte. Sinon, si on est autour de la table et puis ce qu'on dit, on n'est pas écouté, donc c'est ça, on se sent exclu. Donc, et surtout la formation, nous on mise beaucoup plus sur la formation, la sensibilisation, et ensuite vraiment que les équipes soient vraiment diversifiées, qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait des personnes, des patients partenaires qui sont des chercheurs.
généralement, on va dire qu'un patient n'a pas de connaissances, mais la meilleure personne qui connaît sa maladie, c'est le patient ou la patiente, donc qui font partie des équipes de recherche. Donc, et on tient compte de ça pour que il y ait des équipes qui englobent ces genres de diversité. Par exemple, pour les autochtones, maintenant on parle de la recherche par et pour les autochtones, parce que les autochtones ont des connaissances, donc on envoie des gens sur le terrain qui les écoutent, et puis les autochtones participent aussi à l'élaboration et à l'exécution des projets de recherche qui les concernent. Donc, c'est vraiment la stratégie que nous, on a adoptée au niveau de Transmedtech et qu'on met en valeur, et puis c'est vraiment la pratique, là. Ce n'est pas uniquement le discours, mais c'est aussi des choses qui se font tous les jours. Donc, moi, j'accompagne les chercheurs, et puis tout le temps, et on dit il faut tenir compte de l'excellence inclusive, donc, et qu'on va au-delà de ce qui est de l'excellence qu'on connaît depuis des années, et qu'on tienne compte aussi qu'il y a d'autres connaissances qui ne sont pas définies par ce qu'on savait avant. Merci. Merci Christine. Donc j'entends dans ce que vous dites des financements, oui. Favoriser la diversité, des formations, oui. Aussi donc s'assurer d'inclure dans les équipes la diversité, points de vue. Oui, et la diversité et aussi. La posture aussi. Et la posture aussi, oui, oui. La posture d'écoute aussi. Et puis, comme je dis, on insiste sur le patient partenaire aussi, qui est une forme d'inclusion aussi. Merci. Adèle? Donc oui, nous, donc à SciCoop, on a décidé, en fait, on a mis en place un cadre, donc un peu un cadre qui s'inspire des cadres de référence qui existent dans la recherche. Par exemple, il y a des cadres qui sont bien établis dans la recherche génomique, notamment. Et le nôtre, il est en 4 étapes. Donc, une première étape qui est un diagnostic, un état des lieux. Donc, on essaie de savoir au départ où on est sur les connaissances, mais aussi sur les pratiques qui sont au sein de l'équipe en ce qui concerne l'EDI, puis même les outils qui vont être utilisés dans le projet de recherche. Donc, on s'applique à la recherche ici. Une deuxième étape qui est dans la recommandation et le plan d'action. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais là, on essaie de voir comment on va s'y rendre. La troisième étape, c'est dans l'implémentation et le suivi. Et c'est pour ça qu'on a développé une plateforme numérique qui, elle, va aller dans la précision et dans la multigranularité. Donc vraiment le plus loin possible pour aller identifier de façon précise où est-ce qu'il y a besoin d'intervention, pourquoi, par qui, quand, comment, avec cette espèce de précision qui, finalement, donne beaucoup de résultats. Parce que là, on a une vraie impression que ces actions EDI, l'implémentation de ces actions EDI ont un impact. Et une dernière étape qu'on a trouvée importante, qui est une reconnaissance, une certification de ces équipes qui, elles, font les choses, qui vont dans la bonne direction. Et c'est vraiment ce cadre-là qu'on utilise avec les équipes qu'on accompagne. Thank you, Adèle. So, Adèle talk about having a framework. Yeah. And also to have a numerical platform and to guide the teams through the whole process of research. And I know, Philippe, you also are very sensitive to some frameworks to guide your actions in EDI. So maybe you want to share your experience? Of course, and frameworks are important. At the end, frameworks help us to build the foundation to have something that is built sustainably. A challenge we very often see is we need to all invent our frameworks, right? Because we need to own our frameworks. But actually, sometimes it's worth looking at others. Is looking, how does someone else do that? How does a not-for-profit, non-governmental organization approach things like this? How does a massive enterprise, Forbes 100 company, approach that? And maybe there are things to learn from there. At Swivel, we, for example, use the framework of the United Nations Sustainable Development Goals, because how do you measure impact? How do you measure social impact? Those questions are questions we asked us in the beginning. When you ask an investor, they always want to know, oh, the platform is growing by X amount. But
that's important to know, right? But it's more important to know how many lives have been impacted, how many lives have been changed. And when you start looking at these frameworks as a concept of multiplication, of, hey, I'm impacting one person, but this one person might impact another 3 people, and those 3 people another, and another, and another, and suddenly you are in a, I don't know, I want to say wildfire, but it's a horrible example. You're in a chain reaction of positivity, and this is all based on frameworks, and weirdly enough, on frameworks that already exist and have a common language. Thank you. And you and Franziska talk also about mission and like values that are shared inside your organization. So maybe I will let Franziska or you like maybe explain how in your organization some value have been drive basically your action day by day. Okay. We believe at Bond that developing inclusive technologies start with having inclusive approach as a company, right? For that reason, we are implementing at least 3 mechanisms. The first one is, I already talked about that, the diverse team. We are a group of around 20 different members coming from 6 different nationalities, at least 4 continents, different backgrounds, different languages, different expertise, culture, religion, sexual orientation. And this is part of our strength. And we are so proud of that because it allows us to be more productive and more innovative. This is the first mechanism. The second one is related with inclusive data collection. And I know that, Barbara, you want me to explain with a specific example here. I'm going to talk about our mobile application. We add a specific feature that allows women to provide a specific gender information, gender-related information, and also hormonally related information and symptoms that allow the physician to have a more comprehensive information about the patient and specificities for women, for example. In terms of community engagement, in the different part of our developing process, we are trying to include different population. This is why we are working with Ivado, also Transmedtech, even hospitals here in Montreal, to integrate physicians, practitioners, nurses, real patients in the different part of our design, our test phases, to make sure that we consider and we listen their needs, their concerns, and they are part of our design. Thank you. And so, Philippe, as Swivel, diversity and inclusivity is a core mission of Swivel, which is your CEO of this organization. So I believe you might have something to add on that. Yeah, it's at the beginning is always why, right? And our why is we believe in a world that celebrates differences and appreciates each other. That's why we're doing it. And this is why our team is working on this. And this is why when building our platform, the very first question was like, can a vision impaired person see that? How do we do VR for vision impaired people? So you cannot talk about accessibility and diversity without actually being accessible and inclusive. So when we're saying, hey, Swivel is an immersive solution, that means for me, I need to buy a VR headset to watch it? No. It means that we have to find ways that enable everyone to watch this content, that enables everyone, no matter what kind of devices they have or not, to access these information. So on the example of a virtual reality scenario, it's going to be available on your phone, it's going to be available on a TV, on your PlayStation, on your whatsoever, because it needs to be accessible. And it needs to be accessible for people with different forms of impairments
to be able to get a similar experience and knowledge out of this. And this ultimately leads into education should be for everyone and should be accessible for everyone. And this is very much what we believe in. Thank you. So now we're ready for the next question. Alors, comme vous êtes un petit peu des premiers de cordée pour tout ce qui est EDI, la question que je voulais poser, maintenant qu'on sait un petit peu vos stratégies, les mécanismes que vous mettez en place dans vos organisations, finalement, ça serait quoi pour vous la prochaine action pour aller plus loin? So, according to you, what will be your next move to take things even further? Alors, on va commencer par la réponse de Christine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Donc, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est déjà inclusive? Moi, je pense que ça doit être... c'est un travail continu. Continu, comme pour les femmes qui se battent depuis longtemps pour l'égalité. Et pour l'équité aussi, ça doit être un travail continu. Et ça doit être aussi les valeurs portées par toute l'organisation, par les directeurs, les leaders, et puis par tout le personnel. Donc, c'est un travail continu qu'il ne faut pas baisser les bras, on ne peut pas atteindre... Il y a des résistances. Le fait qu'il y ait des résistances, donc il faut qu'on continue. Et la sensibilisation, il ne faut jamais dire que c'est trop. Et donc, moi, c'est un travail continu et que ça devienne une valeur. Comme aujourd'hui, personne ne peut former une équipe sans une femme. Il faudrait aussi que, dans les années, que ça soit vraiment un réflexe pour dire je ne peux pas former une équipe, je ne peux pas engager des gens tant qu'il n'y ait pas de diversité. Comme je dis, c'est non seulement la diversité des personnes, mais la diversité aussi des perspectives et aussi que ces gens se sentent respectés. Parce que souvent, on engage des gens, mais le respect n'y est pas et puis les gens partent. Donc, il faudrait que ce soit ce travail qu'on fasse sur nous-mêmes, sur les membres de l'équipe et que le leader porte continuellement les valeurs d'équité. Et que ça ne soit pas seulement des paroles qu'on voit dans les gestes et dans les faits. Que quand on rentre, qu'on puisse dire, voilà, c'est une équipe diversifiée, mais c'est une équipe aussi qui travaille ensemble. C'est qu'au niveau des Transmectec, il y a, on dit, le Living Lab. Le Living Lab, c'est tout le monde qui est autour de la table et puis qui est écouté. Donc, ça fait que ce n'est pas uniquement des chercheurs et que même des gens à qui on ne pense pas comme les patients puissent donner leur point de vue. Donc, ça soit vraiment un engagement très fort et puis continuel. Donc, il n'y a pas à arrêter là. Les femmes n'arrêtent pas tout le temps. On voit des manifestations pour dire que nous voulons l'égalité. Donc, pour l'équité aussi, ça doit être ça. Donc, continuer le travail, puis aussi la cohérence entre les discours et finalement les actions. Oui, comme on dit en québécois que les bobines suivent les... les babines. Les babines suivent, oui. C'est quoi l'expression, les bobines suivent les babines? Les bottines suivent les babines. C'est ça. Donc, il faut que l'équité, ça soit ça aussi. Merci, Christine. Adèle? Donc oui, nous, on a décidé de miser sur la relève, donc la relève scientifique. Cette nouvelle génération qui est particulièrement sensibilisée aux questions de l'EDI et qui, finalement, quand on discute avec, ils veulent le faire, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc c'est pourquoi là, on est à une étape où on met en place un programme pour cette relève universitaire, ces fameux innovateurs, innovatrices du futur, qui va leur donner accès à des outils on va démocratiser le plus possible l'approche. L'approche à la fois, là j'ai pas assez insisté là-dessus, d'implémentation de l'EDI, mais aussi d'aller rejoindre les communautés. Donc une grande force de ce qu'on fait, c'est notre capacité, nous, on a une force de frappe qui vient rejoindre les communautés et qui vient aussi dédramatiser l'approche des communautés. On a beaucoup cette friabilité de ne pas savoir, des équipes qui ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, on est dans cette optique que... moi, quand je suis entrée dans la recherche, je me suis toujours dit, mais cette tour d'ivoire, il faut la casser. Mes mentors étaient dans l'idée de science ouverte et moi, je voulais aller plus loin. Science ouverte à la société.
Et là, c'est vrai qu'on mise sur cette nouvelle génération, ces nouveaux innovateurs, ces nouvelles innovatrices, pour que, dès à la base, ces personnes-là soient dans un mindset, un esprit de recherche inclusive. Merci. Donc, est-ce que si on devait retenir 2 mots, ça pourrait être démocratiser et finalement miser sur la relève? Absolument. Merci, Adèle. Francisca? I think this is a permanent work, and we have definitely to continue working on that integration, different perspective, different background, not only into the development process, but also as part of our team and our users also. Thank you. Philippe? I couldn't agree more. It's a journey we are all on together, and we need to keep going. We cannot stop, and ultimately, if we're all going in a direction, not even saying the same direction, this will lead us forward and will lead us to a time where we can work together, be more diverse, and that's at least the world I would love to live in. Thank you. So now we have 5 minutes for you maybe to share like one lesson or like one message that you want to share with the people in the audience. So, Christine, est-ce que tu as un message ou un enseignement à partager avec l'audience? Oui. Je voulais juste dire un message. C'est ça. Bon, que l'EDI ne soit pas seulement vu comme on prend quelque chose ou bien on exclut des gens pour donner la place à d'autres. Ça doit être une valeur d'équité, de justice sociale. Dans la salle, qui est contre la justice sociale? Levez les mains. Donc, vous voyez, personne n'est contre la justice sociale. Donc, l'EDI doit être vu comme une justice sociale et que tout le monde puisse prendre part au partage des richesses et que l'EDI ne soit pas aussi vu comme une charge juste pour la conseillère ou le conseiller en EDI ou pour le comité, parce qu'il y a plein d'organisations qui mettent en place des comités d'EDI et puis on dit « Ah, c'est votre problème ». Non, ça doit être vu comme une justice sociale qui doit être partagée par tout le monde. Donc, vous avez vu, il n'y avait personne qui est contre la justice sociale. Donc, ça doit être une valeur partagée par tout le monde. Merci, Christine. Adèle? Moi, j'aimerais inviter ici les personnes dans la salle qui nous écoutent à changer un petit peu la posture. Là, moi, en ce moment, je suis quelqu'un qui a pas mal de toutes mes capacités aujourd'hui. Et de se projeter soit dans le futur, soit face à un incident qui pourrait vous arriver à un moment donné. Et réaliser que cet environnement qu'on a autour de nous, très capacitiste par exemple, si on est capable aujourd'hui de le modifier, de mieux l'adapter, au cas où il vous arrive quelque chose, au moment où vous serez plus âgé, c'est grâce à l'EDI. C'est un des éléments qui vraiment va permettre que, quoi qu'il vous arrive, votre environnement ne vous sera pas hostile. Et c'est là que vraiment j'essaie de sensibiliser à l'importance qu'il y a de ne pas négliger l'EDI, de ne pas considérer que ça ne me concerne pas, ou ça ne me concernera jamais, ça vous concernera tous à un moment donné, et c'est ça qu'il faut bien saisir aujourd'hui. Merci Adèle. Puis ce que j'entends aussi, c'est une problématique dont on a parlé pendant la préparation du panel, mais dont on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est finalement que des fois, être inclusif, c'est adapter l'environnement. Et en l'adaptant finalement à une certaine diversité, on l'adapte pour tout le monde. Oui. Et que ça rend plus inclusif. Et donc voilà, je voulais repartager ça. C'est quelque chose que j'applique aussi dans ma vie privée. Donc merci pour ces enseignements. Francisca? For me, I will say actions speak louder than words. Thank you. Philippe? I'm going to use a personal story. We're here on stage. Some others have public speaking experiences, and you have this thing called stage fright. I think most of us can relate to that, right? And we tend to be like, no, don't like that. I'm going to fight that. But what it actually does, it helps your body to prepare, to be sharp, to be on top of your game. But yet we're fighting it. And the fighting is what ends us up in the bathroom.
And instead of fighting it, it's about acceptance. And when you start accepting yourself, you will also be able to accept others and to not be judgmental. And I know we're all like, oh yeah, but I accept myself for who I am. You really? Most of the times we're not. And it's, again, a journey through our lifetimes to accept ourselves. And once we accept ourselves, I think then we should start judging others for who they are. Thank you. So your message is that basically the first work to do is on ourselves. Great. Thank you. Accept yourself before judging others. Yeah. So now we are at the question period. Alors on arrive à la période des questions, excusez-moi. Et si vous avez des questions ou peut-être des enjeux dans votre organisation, je vous encourage à les poser à nos invités. On a des questions. Bonjour, hello. Thank you for this, your insights. Very, very interesting. We were talking about inclusion and diversity, and you were talking about how you are implementing it in your organizations or your research centers. So my question would be, what should be the role or even the level of responsibility of organizations and research centers such as yours to create awareness and implement EDI values and frameworks among new entrepreneurs and early-stage startups in the healthcare sector? I think a very good question. I think we all should step with the right foot forward or the left one, depending how you move forward, but and play our part in spreading this message. Because when we talk about it, it is something that propels, it's something that travels. So use your circle of influence to influence it and help move this forward. Help what you've learned works, what it doesn't. Move that forward. It's not only about, oh yeah, this framework works great. It's also about, we tried that, really doesn't work. Donc moi je pense que ce qu'il faut, je pense que c'est Francesca qui l'a mentionné là, c'est lead by the example. Moi je n'ai pas touché les mots sur effectivement dans notre organisation, on a aussi implémenté certaines politiques et on s'y tient. Et on les communique aussi. On montre que dans notre entreprise, effectivement, on atteint, par exemple, oui, on a soumis à B Corp. On cherche le plus possible à montrer l'exemple par l'intérieur. Et on espère de cette façon-là un petit peu d'éteindre sur les autres, leur montrer que oui, on est capable d'avoir une entreprise qui fonctionne et qui suit comme ça des valeurs d'inclusion, que ce n'est pas une charge du travail inutile. Donc voilà, c'est ça. About one of our values is integrity, and I personally believe that integrity is also part of our life as a society. And I believe that this is a matter of collective responsibility, and is at us, of everyone, to try to give the first step. Bon, pour une entreprise qui a 2 personnes, par exemple, souvent c'est les petites entreprises, on va dire comment on peut implémenter l'équité et la diversité. Bon, c'est vrai, vous êtes 2, mais d'abord de penser, d'afficher votre engagement envers l'équité et la diversité, c'est déjà un bon pas. Et ensuite aussi, les produits que vous allez développer. C'est de penser, est-ce que les produits que nous allons développer, est-ce que ça va bénéficier à tout le monde, même si c'est une section, est-ce que c'est de dire que ce produit-là qui est développé à tel groupe, est-ce qu'on a tenu compte de tout? Parce qu'il n'y a pas un groupe homogène en tant que tel. C'est de penser au marché que nous allons développer. Est-ce que c'est inclusif, les produits sont inclusifs ou pas? Et puis, déjà de penser à ça. Et puis, vous allez grandir, l'entreprise va grandir. C'est de dire, les gens que je vais engager, il faut que ce soit des gens diversifiés parce que ça amène de la valeur ajoutée à votre entreprise. Ne pensez pas à des dépenses, mais c'est une valeur ajoutée. Et ça permet aussi une entreprise diversifiée aussi, ou bien inclusive,
permet d'avoir un grand part de marché aussi. Et donc, toute entreprise qui naît, c'est pour grandir. Ce n'est pas pour rester juste avec 2 personnes. Donc, vous pensez à loin et en se disant que le fait que ce soit inclusif, ça va nous amener des parts de marché. Ça va nous amener à grandir. Ça va nous amener à créer des choses et à être beaucoup plus créatifs aussi. C'est ça, en fait. Ne voyez pas ça comme un défi, mais c'est des défis très bien à relever. Et c'est de s'engager à relever ce genre de défis-là. Il y a des gens qui aiment les défis, surtout quand on va en entreprise, il faut relever ce genre de défis-là. Alors, merci à tous. Et puis, on finit dans les temps. Donc, on va laisser l'animateur faire la transition. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Alors, encore une fois, on remercie Adèle, Philippe, Francesca, Christine et Barbara pour ce super panel. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Vraiment des opinions multiples et des super bons topics de conversation. Bref, ça nous ouvre les horizons et ça nous fait penser. On aime ça. Alors, on va prendre une petite pause, environ 5-10 minutes, jusqu'au prochain panel, donc une rencontre de secteur d'excellence. Alors, on se retrouve. Prenez une bonne pause. Chers internautes, on se dégourdit les jambes, on fait des jumping jacks, on fait quelque chose, des étirements. Bref, peu importe, on se retrouve ici en live dans quelques minutes. Bonne pause, à tout de suite. Merci.